Bonjour. On va essayer aujourd'hui, sur 2 capsules, d'aborder 2 sujets différents mais liés. Le premier, c'est celui que j'intitulerai la philosophie du nouveau haririsme. Et le second lié avec ça, ce qui n'est pas apparent au départ, sur les nouveaux philosophes. À commencer par le premier, on a déjà donné quelques éléments au départ. Dans les autres capsules, sur le contexte qui a donné naissance à ce que j'ai appelé le haririsme. Et on peut être plus précis cette fois-ci en disant que, d'une part, à part quels sont les éléments constitutifs d'un tel discours, le haririsme notamment, et d'autre part, quelle était son évolution. Parce que le haririsme de Rafik Hariri n'est pas le même que le haririsme de son fils, ni celui de Seniora. Et c'est intéressant de voir comment les choses ont évolué et qui sont liées tous les trois sur le statut ou le quote-part que revient aux sunnites au Liban, au sein du pouvoir, et qui a été plus ou moins marginalisé pendant tout le règne iranien. Et avant lui, avec le règne syrien. C'est pour cela qu'il est indispensable de reprendre les quelques éléments que j'ai déjà évoqués, mais que je développe en ce moment en fonction de ce que je vais aborder. J'ai déjà parlé, dans d'autres capsules, sur la naissance et la mort de Taïf. Et en précisant que le contexte qui a donné naissance à l'accord de Taïf, qui est la plateforme actuelle qui sert de référence au gouvernement actuel, c'est justement cet accord comportait 3 acteurs essentiels. Il y a d'une part les États-Unis, comme d'habitude, et d'autre part l'Arabie saoudite, qui était présente, trop présente même, dans les affaires libanaises, comme étant le pôle qui polarise autour de lui, pas seulement les sunnites du Liban, mais avec les moyens du pétrodollar, jouer un rôle crucial dans ce qu'on a appelé la reconstruction du Liban. Comme actuellement se pose la même question. Si reconstruction il y a, on pense directement à l'Arabie saoudite, c'est pas Macron qui va reconstruire. Macron, il a l'œil sur la caisse, quoi. Il organise des congrès à Paris pour que les gens participent à la reconstruction du Liban. Et tout ce qui est derrière ça, c'est comment arracher au pays du Golfe l'argent nécessaire. Sous le patronage de la France, il se donne un rôle pour reconstruire le Liban. Et ce n'est pas l'Iran qui va donner des budgets pour reconstruire.
l'Iran tel qu'on l'a expérimenté durant son règne au Liban ou dans les pays arabes, soit elle donne de l'argent à des milices qui ont une fonction précise de déstabiliser telle ou telle situation, soit ils détruisent, mais ce n'est pas eux qui reconstruisent. Bon, bref. Donc, ce qui est du Taïf, comme je l'ai déjà mentionné, les trois acteurs étaient à l'époque l'Arabie Saoudite, les États-Unis d'Amérique et la Syrie. Pourquoi ces trois-là? Ça donne une idée et de l'ordre international. Les Américains parce que c'est une superpuissance qui a la main longue dans la région. Et dans le contexte des années 89-90, on assiste au début de l'effondrement de l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique, qui avait l'habitude de faire le contrepoids des États-Unis, au moins dans les pays du Proche-Orient. Donc, pratiquement, il était absent. Et donc, ça c'est pour les États-Unis. L'Arabie Saoudite, on l'a mentionné parce que c'est tout le monde comptait sur son argent pour reconstruire le Liban, et c'est un pôle dans la région. En l'absence de l'Égypte qui a signé un accord de paix avec Israël, l'autre pôle sunnite s'est déplacé vers les pays du Golfe, en attendant la révolution iranienne qui va faire tout pour marginaliser ce facteur-là. Et la Syrie, parce que la Syrie de Hafez al-Assad de l'époque, c'était un joueur qui tenait la carte libanaise entre les mains. Et il a beaucoup œuvré, Hafez al-Assad, avec ses fameuses tactiques et stratégies qui a attiré au moins à l'époque, qui a impressionné un type comme Patrick Seal et d'autres orientalistes qui parlaient du génie de Hafez al-Assad. Pas une question de génie. En l'absence de l'Égypte, il essayait de prendre la place au leadership du monde arabe en tenant deux cartes qui lui sont indispensables, qui est la carte libanaise et qui est la carte palestinienne. Et c'était un long trajet qu'il a traversé pour en arriver là. Il est rentré au Liban sous prétexte qu'il venait empêcher le massacre des chrétiens. Bref. Et donc, moi, à mon avis, c'est ce que j'ai mentionné dans les autres capsules, il y a eu deux taïfs, pas un seul. Il y a un taïf 1, c'est-à-dire qui a abouti à élire comme président de la République René Mawad, qui était le candidat et des Américains et de l'Arabie Saoudite. Et comme profil, c'était une figure raisonnable qui essaye de se comparer à Fouad Chehab, c'est-à-dire concevoir un Liban, des institutions, un État moderne, etc. C'est le discours qu'on entend actuellement avec le gouvernement actuel, ou qu'on a entendu de moins en moins maintenant. Et apparemment, ce genre de discours ne correspondait pas au profil recherché par Hafez al-Assad, parce que Hafez al-Assad
considéré que, puisqu'il tenait la carte libanaise avec son armée sur le terrain, et pourquoi faire cadeau à l'Arabie Saoudite pour désigner le président de la République? Il était temps pour lui de jouer pleinement son leadership et d'imposer son président à lui. Et donc il fallait tuer René Maouad, chose qui a été faite. Et on a élu à sa place un candidat appuyé par Hafez al-Assad, qui est Ilyas Haraoui. Et finalement, pour compenser l'Arabie Saoudite, parce que je vois mal l'Arabie Saoudite en train de financer ou de reconstruire un Liban où elle n'a aucun rôle à jouer sur le plan politique, on lui a donné comme prime le poste de Premier ministre par le biais de Rafiq al-Hariri, et qui, dans une relation tripartite, je dirais, à l'époque, il y avait Walid Jumblat et Nabih Berri qui prenaient leur budget de l'argent saoudien via Hariri pendant des années pour la reconstruction, pour les émigrants, etc. Et Ilyas Haraoui comme président, il avait comme il lui manquait l'esprit de corps nécessaire, parce que c'est un maronite de la périphérie, c'est pas de la, comme on dit, l'esprit de corps profond des maronites à Jougny ou à Kusserwan, etc. Donc il était à la solde des Syriens. Et il avait sa part comme budget et comme projet et contrat, une partie de l'argent de Hariri. Et ça se passait par ses fils et son gendre. L'affaire du gendre, ça remonte à avant Michel Aoun. Déjà, chacun avait son gendre aussi. Il s'appelait Faris Boys, qui nous a mené la politique étrangère du Liban pendant 9 ans de règne de Ilyas Haraoui. Donc, le fait que les Syriens se sont débarrassés de René Maouad, ils se sont débarrassés en même temps de l'accord Taïf. C'est pour ça que tout le débat actuel sur le Taïf, est-ce qu'il a été appliqué, il n'a pas été appliqué, etc., ça devient hors sujet. C'est-à-dire, on suppose que le Taïf, il était là, et il avait une réponse à tout, ce qui est plus le cas actuellement, et qui servait de nouvelle constitution pour le Liban, sorti de la guerre, et pratiquement, c'était beau sur le papier, mais c'est pas Hafez al-Assad qui va l'appliquer. La façon dont il a gouverné, Hafez al-Assad, et dont il désignait les présidents de la République et toutes les instances de l'État libanais, qui ressemble un peu à ce que va pratiquer plus tard Hezbollah, n'a rien à voir avec Taïf. C'est-à-dire, grosso modo, on a mis un terme à la guerre et on a amené les chefs de milice, après avoir pris leurs armes, au gouvernement. C'est-à-dire, on a transporté le conflit de la rue dans les institutions. C'était ça, en gros.
Ils n'ont pas fait des grands bouquins, les Syriens, d'orientalisme, comment gérer le Liban. Là. Ils avaient une structure qui ressemble à quelques nuances près à celle du Liban. Une structure confessionnelle, etc. La répartition de... Bref. Et dans cette description, on peut dire que Rafiq Hariri, qui est le fondateur de ce courant, a su élaborer quelques éléments de son nouvel état, tel qu'il l'entendait à l'époque. Et il avait attiré pas mal d'intellectuels, d'élites, qui étaient répartis dans les partis politiques libanais et qui servaient plus ou moins avec leur expérience de matière grise pour justifier le nouveau haririsme ou pour lui donner des bases modernes, quoi, du genre un État libéral, il n'est plus question d'État libéral, un État plutôt néolibéral, l'introduction de la technologie, etc. Ça, c'est la première période, et qui a vu, c'est-à-dire s'accrocher à ce projet de Hariri, des noms qu'on retrouve actuellement dans le gouvernement. C'est pas par hasard, on va revenir là-dessus. Par exemple, Ghassan Salami, il était aussi ministre de la Culture sous Hariri père, à cette époque-là. Là, il revient ministre de la Culture également. Il aurait voulu être ministre des Affaires étrangères. Pas sous Hariri fils, parce qu'il est délogé Hariri fils pour les concessions qu'il a dû faire à Aoun et à son gendre, et à la Hezbollah en règle générale. Et il a payé la facture. Bref, ça c'est une première étape. Deuxième étape, c'est celle qui va aboutir, qui commence la deuxième étape par l'assassinat de Hariri père. Là, c'est un grand bouleversement, c'est le début, à mon avis, du passage de la ta'ifa chiite, d'une ta'ifa qui demande sa part du gâteau ou sa quote-part dans la structure du pouvoir au Liban, mais qui ne voulait pas remettre en question l'entité libanaise en tant que telle. C'est ce que j'ai expliqué dans le temps par le fait que le représentant de cette tendance ou de cette option chiite, c'est plutôt Amal, beaucoup plus que Hezbollah. Alors qu'avec le Hezbollah et l'assassinat de Hariri père, il y a eu un changement dans la structure même de la répartition du pouvoir au Liban. D'une part, il y a eu un mouvement spontané ou pas qu'on a appelé à l'époque la révolution du Cèdre, et qui a vu des manifs à Beyrouth d'1 million et quelques là,
qui demandait le départ de la Syrie. Parce que pour les gens, avec leur sens populaire, c'était évident que c'est la Syrie qui a fait le sale boulot. Et finalement, on se retrouve dans ce qui est l'aberration de la chose. J'entends des fois des commentaires ou des gens qui étaient acteurs dans ce mouvement à l'époque qu'on a appelé le 14 mars, mais du genre Faris Saïd qui était le secrétaire général du mouvement. Mais c'est jamais poussé jusqu'au bout, là, leur analyse politique, c'est-à-dire personne, à ma connaissance, nous a dit que pourquoi le 14 mars a échoué. On évoque des raisons ou des causes qui sont secondaires. L'essentiel, c'est que ce 14 mars, qui se voulait un mouvement réclamant le départ des Syriens, a été dirigé par les ex-symboles qui servaient sous les Syriens. C'est une chose bizarre. Et ça, on retrouve ça à répétition dans la structure libanaise. Tu fais une manif pour chasser les voleurs du temple et tu retrouves les mêmes voleurs en train de diriger ta manifestation. Ce qui est, ça c'est essentiel. Et parce que après une mobilisation des gens sur le départ de la Syrie, l'armée syrienne est partie, pas seulement à cause des manifs, mais il y avait une conjoncture internationale, c'est-à-dire ce que le mandat qui a été donné à Hafez al-Assad par les grandes puissances pour gérer les affaires du Liban, apparemment avait pris fin à l'époque. Et ça correspondait exactement à ce mouvement de masse qui a eu lieu au Liban, avec l'assassinat de Hariri. Mais ça n'a pas tardé à ce qu'il y ait un renversement aussi de la situation avec la guerre de 2006, l'agression israélienne. On continue dans l'autre capsule. Merci.